Bonjour Michel Tally. Bonjour. Vous êtes fiscaliste au sein du cabinet Arsène Taxan, mais vous êtes surtout un fin connaisseur de la cuisine fiscale française, entre guillemets, puisque vous avez notamment été chargé de mission au cabinet du Premier ministre de 88 à 89, puis directeur du service de législation fiscale de 89 à 95. Autrement dit, vous savez parfaitement comment sont élaborées les lois fiscales, quels sont les enjeux qu'il y a derrière, et vous racontez ce qu'il se passe dans les coulisses de la politique fiscale, entre guillemets, publié aux éditions PUF. Exemple à la clé. Alors je vous propose de commencer par un exemple. Est-ce qu'il y en a un qui vous paraît révélateur? Alors on pourrait en trouver des centaines, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est assez facile d'ironiser sur l'esprit malade des gens de Bercy qui font des choses très compliquées, 300 pages, on ne comprend rien, etc. Il faut bien voir que la complexité, elle vient souvent du fait qu'il y a deux régimes. Par exemple, le régime des salariés, celui des non-salariés. Deux taux différents pour la TVA, il y en a même trois, un taux à 20, un taux à 10, puis un taux réduit. Donc, au début, ça a l'air simple. J'ai, par exemple, le restaurant, c'est une prestation de service, et donc c'était au taux normal, c'est passé au taux intermédiaire, et puis j'ai la fourniture de denrées, et là, c'est de l'alimentaire, donc c'est le taux réduit. Alors ça a l'air simple. Je sais quand je suis au restaurant, je sais quand je suis dans un supermarché. Alors on va compliquer un petit peu. Vous avez déjà le fast-food, c'est déjà moins clair. Vous avez les endroits où on peut se restaurer dans les gares. Vous avez les supérettes qui se mettent à avoir des tables, des tabourets, et on peut acheter et consommer sur place. Alors, c'est un restaurant ou c'est pas un restaurant? C'est où est-ce qu'on met la frontière? Et voilà. Et donc, au début, vous avez une frontière que vous avez définie en 3 pages. En disant, bon, ben, le restaurant, c'est un endroit où on est servi à table, etc. Bon. Et puis, la supérette, c'est un endroit où on achète de façon emballée des steaks, de la salade, etc. Puis après, on dit, ah oui, mais alors, comment je traite les gares? Alors, on se réunit avec les professionnels et on prend des règles. On dit, bon, alors, si vous n'avez pas plus de 10 tables, si ceci, c'est... Ah oui, mais alors, la supérette, où je peux acheter ma salade, et puis je mange sur place. Ah oui, alors là, on en est à distinguer les emballages où vous avez à la fois la salade, la sauce salade et le couvert, des emballages séparés où je vais dans les rayons acheter ma salade, ma sauce, etc. Alors, ça paraît effectivement sortir d'un cerveau malade, mais la vraie complexité, c'est d'avoir 2 taux. Alors, il faudrait se poser la question, est-ce que ces 2 taux servent vraiment à quelque chose? C'est-à-dire, est-ce que le fait d'avoir des taux réduits en TVA, ça a vraiment un effet social ou pas? Parce que si on s'aperçoit que la ventilation entre taux réduit, taux normal, taux intermédiaire est la même pour les gens qui consomment 100 000 euros par an et pour ceux qui en consomment 15, ce n'est pas la peine. Plus généralement, est-ce que vous pouvez nous expliquer à nous, simples citoyens, la genèse d'une loi fiscale? Qu'est-ce qui se passe entre l'idée et le vote du texte? Je vous pose la question parce que vous suggérez que l'idée peut être l'inverse de ce qu'il y a effectivement dans le texte en bout de compte. Alors, vous avez plusieurs origines à un texte, et donc il peut se passer des choses un peu différentes après. Première origine, c'est une idée politique, un homme politique exprime des idées pour un programme, et il faut mettre ça en musique. L'autre origine, c'est en réaction à la façon dont fonctionne le texte fiscal actuel. Du genre, on s'aperçoit qu'un texte est détourné de son objet et on veut corriger. Et vous avez une troisième origine qui est les lobbies divers qui essaient d'obtenir une disposition fiscale qui leur est très favorable. Et donc à ce moment-là, soit effectivement le ministre est intéressé, mais son administration est un peu réticente, soit lui-même n'est pas intéressé, mais il est obligé de céder à la pression des parlementaires qui eux-mêmes ont évidemment leurs propres initiatives, sous forme d'amendements. Et comme je l'explique dans le livre, la technique même de la fiscalité qui se fait en loi de finances fait que chaque article est séparé du suivant et du précédent, et que donc il est très facile pour les parlementaires de faire des initiatives parlementaires fiscales par simple amendement à la loi de finances,
alors qu'ils ne peuvent pas, par exemple, prendre une initiative en matière de protection de l'enfance ou culturelle sans avoir une proposition de loi. Et donc, c'est beaucoup plus facile de faire de la fiscalité pour les parlementaires. Alors, en fonction de ce qui se passe, vous avez ensuite diverses pressions sur le projet. Le projet, au départ, il est simple. Et puis, il se complexifie parce que vous avez les parlementaires qui veulent rajouter des choses, les lobbies qui se greffent sur ce projet pour essayer d'arranger leurs petits trucs. Vous avez l'administration fiscale même qui dit « Ouh là là, ce truc c'est très risqué, je vais mettre des garde-fous ». Vous avez aussi sur le plan politique l'équilibre du genre « je veux baisser la fiscalité de transmission des entreprises », mais je ne veux pas qu'on ait l'impression que je fais un cadeau aux riches. Alors pour montrer que ce n'est pas un cadeau aux riches, je mets plein de conditions. Alors il faut qu'on garde les titres tant d'années, il faut qu'un membre de la famille soit dirigeant, il faut que, etc., etc. Mais vous avancez que les réformes sont faites à l'aveuglette. Alors ça c'est un autre sujet, c'est le point de savoir comment on étudie avant le vote et comment on étudie après le vote les effets d'une mesure fiscale. Et là, la France se distingue, à mon avis, parce que j'ai quand même vu pas mal de choses à l'extérieur, par une très forte tendance à négliger complètement les études en amont et à se moquer complètement de ce qui s'est passé après. Et donc, alors si, il y a des gens qui font des études, il y en a plein. Il y a les universitaires, il y a des organismes comme le centre, enfin les organismes économiques qui dépendent du gouvernement, hein, France Stratégie, et puis le CAE. Voilà, etc. le CAE, le Conseil des prélèvements obligatoires, il y en a plein. Le problème, c'est qu'on tient très peu compte de ce qu'ils disent pour préparer les mesures fiscales et pour les appliquer. Je prends un exemple tout bête, hein, la retenue à la source. La retenue à la source, il y a des dizaines de rapports depuis 30 ans. La première chose qu'avait faite Michel Rocard en arrivant en 88, c'était de me demander de lancer un énième rapport sur la retenue à la source. Tout a été écrit là-dessus. Alors, la phase où tout est écrit, elle existe. La phase de débat parlementaire, elle existe. Entre les deux, il manque complètement la phase de co-construction entre la société civile, pour parler comme un rocardien, et le Parlement et l'exécutif. Parce que vous avez une phase où l'administration se met à discuter, étudier toute seule, en discutant vaguement, mais alors, on prend contact avec vous en disant « Bon, je te montre le texte, mais tu n'es pas censé l'avoir. Hein, tu me diras ce que tu en penses. » Mais ce n'est pas la concertation, ça. Ce n'est pas les public hearings comme les font les Américains ou les Britanniques. Bon. Et alors, sur la retenue à source, il y a eu cette phase où l'administration a travaillé toute seule, n'a demandé des renseignements aux entreprises que sur la partie feuille de paye et informatique, comment on va échanger les renseignements, sur la partie politique, rien. On nous avait promis un texte pour mai, pour juin, pour juillet. On l'a eu par les parlementaires 3 jours avant le Conseil des ministres, parce qu'eux l'avaient eu 4 jours avant. Et il fait 20 pages, sur lesquelles on n'aura que 3 heures de discussion. Donc, vous prenez la loi El Khomri, c'est combien de semaines de discussion? La retenue à source, c'est quand même pas rien. Il y aura 2 heures de discussion, des amendements discutés à la va-vite. Et le texte, nous, on l'a découvert au dernier moment. Voilà. Dernière question, Michel Tally. Qu'est-ce qui vous inspire cette expression choc fiscal, choc de simplification fiscale, remise à plat fiscale? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on est ou alors est-ce qu'on est dans l'utopie, vu la complexité que vous nous décrivez? Alors, il y a 2 choses. Il y a l'aspect politique et l'aspect technique. Sur l'aspect politique, moi personnellement, jusqu'ici, je ne croyais pas au choc fiscal. J'y croyais pas parce que, en fait, si vous faites tout à la fois, vous multipliez les mécontentements et vous n'arrivez pas au bout. Hein. Si on prend l'exemple, par exemple, d'Alain Juppé en 1995, s'il n'avait pas essayé de faire à la fois une réforme profonde de l'assurance maladie et une réforme des régimes spéciaux de retraite, ça ne serait pas passé de la même façon. Le paradoxe d'ailleurs, comme il le dit lui-même maintenant, c'est qu'on retient l'idée qu'il a reculé, alors qu'en fait, il n'a rien fait sur les régimes de retraite où il n'avait pas de projet prêt, mais il en avait imprudemment parlé, et il a fait la réforme de l'assurance maladie dont plus personne ne parle. Donc voilà, moi je crois, multiplier les choses, j'y crois pas trop. Alors sur le plan technique, en revanche, c'est vrai que quelquefois, vous pouvez avoir intérêt à tout faire à la fois pour que tout prenne une cohérence. Le problème, c'est que quand vous présentez un programme cohérent,
que vous regardez ce qu'il en reste à la fin du débat parlementaire, vous avez été, en général, vous avez perdu votre cohérence en route. Alors, pour se prémunir contre ça, les partis politiques, enfin les candidats à la primaire actuellement, vous disent tous, je vais faire tout très vite les premières semaines. Mais à ce moment-là, vous rencontrez le problème que j'ai cité tout à l'heure sur la préparation de la réforme. C'est que vous partez avec un projet qui n'aura été préparé qu'en huis clos par vos collaborateurs, que vous aurez discuté avec personne, et vous allez devoir l'ajuster après. Donc, il y a contradiction entre tout faire les premières semaines d'un quinquennat et faire quelque chose de cohérent, bien... Voilà, donc je suis un peu hésitant. Simplement, sur les entreprises, d'un mot, je suis frappé d'un paradoxe. Tout le monde s'accorde à dire que ce qui se passe sur l'économie numérique actuellement, et pas uniquement le numérique, mais toute l'économie à cause du numérique, c'est disruptif. C'est disruptif pour les business models, c'est disruptif pour le code du travail, c'est disruptif pour tout un tas de choses. Mais pour la fiscalité, ce n'est pas disruptif. On garde la fiscalité de 1930, on l'ajuste à la marge, on prend des mesures anti-abus, et puis ça suffit. Moi, je ne crois pas que ça suffise. Je crois qu'il faudra de vraies ruptures sur la fiscalité. Eh bien, pour une fiscalité disruptive. Alors, le message est passé. Merci Michel Tailly. Pour ceux qui veulent se plonger dans les coulisses de la politique fiscale, je les renvoie à votre livre, publié aux éditions PUF. Merci Michel Tailly. Merci beaucoup.